Demolition Man n'était pas seulement de l'action, c'était une prophétie enveloppée dans une satire au néon. Mais derrière le flic cryogénisé et le chaos, c'était la survie dans un futur trop étrange pour être inventé. Un procès qui a pris Hollywood par surprise, la réplique anodine de Bullock qui est devenue son avenir, et des blagues qui ont vieilli en avertissement. Voici 20 faits bizarres sur Demolition Man, et cachés à l'intérieur des coquilles et des gratte-ciel. D'abord Van Damme contre Seagal, puis Stallone contre Snipes. Numéro 1. Avant que Stallone ne se fige jamais en John Spartan, Warner Bros. Imaginait un combat très différent. Le studio voulait un affrontement entièrement dédié aux arts martiaux, opposant Jean-Claude Van Damme à Steven Seagal. Mais les deux stars de l'action refusèrent. Aucun des deux ne voulait accepter de jouer le rôle du méchant. Stallone intervint, désireux d'ancrer une histoire de flic futuriste, et poussa immédiatement pour que Jackie Chan incarne Simon Phoenix. Chan fut intrigué, mais sa base de fans chinoises détestait le voir casté en personnage maléfique, si bien qu'il déclina. Cela ouvrit la porte à Wesley Snipes, qui embrassa la folie anarchique de Phoenix. Il se décolora les cheveux en blond, un look qu'il détestait tant qu'il se les rasa dès la fin du tournage, et transforma le méchant en un moteur maniaque et joyeux de chaos. Ce qui avait commencé comme un fantasme d'arts martiaux se termina en un choc gladiatorial de personnalité, l'intensité stoïque de Stallone entrant en collision avec l'énergie déchaînée de Snipes. Numéro 2. Avant que Sandra Bullock ne devienne l'agent de police futuriste aux yeux écarquillés, Lenina Huxley, le rôle appartenait en réalité à Lori Petty, tout juste sortie de Point Break et Tank Girl. Petty n'a tenu que 2 jours sur le plateau avant que des clashs créatifs ne mettent fin à sa participation. La production s'est empressée de trouver une solution, désespérée de dénicher quelqu'un capable d'équilibrer la gravité granitique de Stallone et l'énergie déchaînée de Snipes avec de la chaleur et un sens du timing comique. Entre en scène Sandra Bullock. Elle était encore une actrice en pleine ascension, mieux connue pour de petits rôles, mais son charme a instantanément remodelé le personnage. Soudain, Huxley n'était plus seulement une acolyte, elle est devenue le cœur du film, un pont entre le chaos et l'idéalisme. À peine quelques mois plus tard, Bullock tiendrait le rôle principal dans Speed, la propulsant vers la superstardom. Avec le recul, on a l'impression que Demolition Man n'a pas seulement sauvé un rôle en difficulté. Numéro 3. 1993 n'a pas été seulement chargé pour Sylvester Stallone. Ça a été punissant. Demolition Man et Cliffhanger se chevauchaient tellement que Stallone accordait des interviews sur l'escalade de pics glacés tout en portant encore l'uniforme futuriste de John Spartan. Il terminait une séquence d'action à San Angeles, puis filait promouvoir son image en train de se suspendre au-dessus des Alpes. Le rythme était brutal. Vol sans sommeil, feuille de service dos à dos et aucun temps pour respirer. Mais le pari a fonctionné. En l'espace d'une seule année, Stallone est passé de la réinvention du héros d'action dans une satire néon à s'accrocher aux falaises dans l'un des thrillers les plus intenses de la décennie. Pendant un moment surréaliste dans l'histoire d'Hollywood, il n'était pas seulement le visage d'un seul blockbuster. Il était le blockbuster, portant 2 mondes très différents sur ses épaules en même temps. Numéro 4. Sur le plateau, Wesley Snipes était un flou. Des années d'entraînement aux arts martiaux lui avaient conféré une vitesse explosive, mais lorsqu'ils la déchaînèrent pour Demolition Man, les caméras ne pouvaient pas suivre. Ses coups de pied et ses poings étaient si rapides qu'ils apparaissaient comme une traînée sur la pellicule, laissant les coordinateurs des combats frustrés et les monteurs sans rien à couper. La solution était presque ironique. Snipes devait se ralentir lui-même, en exécutant les frappes à moitié de la vitesse, juste pour que le public puisse réellement les voir. Même alors, son mouvement fluide donnait à Simon Phoenix une allure féroce et imprévisible, comme s'il était toujours un pas plus rapide que les flics du futur qui le poursuivaient. Ce qui aurait pu être un casse-tête technique s'est finalement transformé en une partie de son personnage. Un vilain qui non seulement surpassait le système en intelligence, mais semblait aussi distancier l'objectif même qui essayait de le capturer. Numéro 5. Demolition Man a failli avoir un battement de cœur caché, la fille de John Spartan. Les premières ébauches et même certaines scènes du film révélaient qu'elle avait survécu aux années de cryogénie, qu'elle avait grandi et qu'elle avait rejoint la résistance souterraine. À un moment donné, Spartan était même censé se réunir avec elle lors des séquences du Wasteland. Elle apparaît brièvement en tant que figurante dans une version coupée, un fantôme de l'intrigue qui fut. Mais lorsque le studio a projeté le film, la sous-intrigue traînait en longueur, alourdissant l'action avec trop de sentimentalisme. Les monteurs l'ont donc tranché complètement.
Les fans ont ensuite remarqué les fils narratifs pendants, en particulier la chimie maladroite entre Spartan et Huxley, déclenchant une théorie persistante des fans selon laquelle elle était secrètement sa fille. Ce n'était pas vrai, mais l'absence de réponse a donné à ce mythe sa puissance. Ce qui aurait pu être un arc émouvant s'est terminé comme l'un des what-if les plus étranges du cinéma. Une réunion familiale effacée par la lame du rythme. Numéro 6. Enterré sous toutes les explosions et la satire, se trouvait l'ombre d'un procès qui n'a jamais vraiment eu lieu. Au milieu des années 1980, un auteur hongrois nommé István Németh a publié Fight of the Dead, un roman de science-fiction sur des ennemis cryogénisés et réanimés dans un futur pacifiste où la violence était interdite. Lorsque Demolition Man est sorti dans les salles, Németh a été stupéfait par les similitudes. Des criminels enfermés dans la glace, décongelés dans une société aseptisée, et le chaos qui éclate lorsque la brutalité revient. Il a rendu publique sa revendication selon laquelle Hollywood avait volé son histoire, mais affronter Warner Bros. N'était pas une mince affaire. Németh a admis qu'il ne pouvait pas se permettre la guerre juridique, et sans application internationale du droit d'auteur, l'affaire s'est éteinte avant même d'atteindre un tribunal. Néanmoins, les médias hongrois ont relayé l'accusation, et les fans du roman ont murmuré que le postulat du blockbuster n'était pas entièrement original. Aujourd'hui, Fight of the Dead est principalement remembered en raison du succès de Demolition Man. Une note de bas de page curieuse ou un roman européen peu connu a brièvement heurté le spectacle hollywoodien, laissant derrière lui l'une des controverses et si les plus étranges du cinéma de science-fiction. Numéro 7. Au début, Demolition Man s'annonçait comme quelque chose de rusé, une pièce de satire sociale à l'humour noir avec plus de mordant que de fracas. Les premières ébauches misaient davantage sur l'ironie que sur l'action, se moquant avec un clin d'œil acéré de la correction politique et de l'empiètement des entreprises. Mais dès que le producteur Joel Silver est monté à bord, la subtilité n'avait plus aucune chance. Silver, l'architecte de Lethal Weapon et Die Hard, croyait que le public venait pour le spectacle, pas pour la nuance. Il a déchiré le brouillon plus discret de Fred Decker et a exigé un momentum constant, des explosions plus grandes, des fusillades plus brouillantes et une pièce de décor outrageuse après l'autre. Sous sa direction, chaque scène était conçue pour surpasser la précédente. La satire est restée, mais elle était enveloppée dans un cirque d'action à la taille de Stallone, rythmé comme un roller coaster qui ne ralentissait jamais. Pour Silver, l'histoire passait toujours au second plan derrière l'énergie, et le résultat était un film qui ressemblait à un chaos contrôlé. Les critiques ont levé les yeux au ciel, mais les fans l'ont adopté. L'excès même qui inquiétait certains scénaristes est devenu la marque définitive du film, preuve qu'à Hollywood dans les années 90, Joel Silver ne produisait pas simplement des films, il les faisait exploser. Numéro 8. À l'écran, Los Angeles ressemblait à une ville futuriste étincelante. Des tours impeccables, des autoroutes interminables et un paysage débarrassé de toute trace d'histoire. Mais ce n'était pas un paradis en images de synthèse, c'était Irvine en Californie. Les producteurs avaient initialement rêvé de tourner à San Diego et à San Francisco, mais le budget avait écrasé ces plans. Ils se sont donc tournés vers le comté d'Orange, où l'architecture des années 1970 et 1980 avait déjà construit une esthétique étrangement futuriste. Des bureaux en verre austère, des rues larges et aucune trace de caractère du vieux monde. Cela fonctionnait parfaitement pour une histoire se déroulant après un tremblement de terre massif ayant reconstruit la civilisation. L'horizon vide, presque trop parfait, donnait à Los Angeles une sensation étrange, un avenir à la fois réel et dérangeant. En regardant Demolition Man aujourd'hui, vous ne regardez pas des décors ou des maquettes, vous voyez les vrais faubourgs d'Irvine, une ville qui ressemblait accidentellement à demain, bien avant qu'Hollywood n'arrive pour la filmer. Numéro 9. Les véhicules élégants glissant à travers Los Angeles n'étaient pas des accessoires de film bricolés par le département artistique. Il s'agissait de véritables prototypes prêtés directement par General Motors. Le joyau de la couronne était la GM Ultralight, une voiture concept futuriste si rare qu'une seule version entièrement fonctionnelle existait. Pour Demolition Man, GM a construit des coques supplémentaires non roulantes juste pour remplir les rues. Leur carrosserie légère en fibre de carbone et leur design en forme de bulle les faisaient ressembler à une technologie extraterrestre larguée dans un film de Stallone. À l'écran, ils sont devenus le décor parfait pour un avenir aseptisé, où même les accidents de voiture paraissaient stylés. Hors écran, ils étaient les locations les plus chères d'Hollywood, gardées comme des pièces de musée et manœuvrées avec soin entre les prises. Bien avant Tesla ou l'engouement pour l'autonomie,
Ces prototypes ont offert aux spectateurs un aperçu d'un avenir qui n'est jamais tout à fait arrivé, sauf dans le monde de Demolition Man. Numéro 10. Aux États-Unis, Demolition Man a déclaré Taco Bell comme le seul survivant des guerres des franchises. Les spectateurs ont ri de l'absurdité des dîners en smoking servis sous une cloche néon. Mais lorsque le film a été expédié à l'étranger, les distributeurs internationaux craignaient que la plupart des spectateurs n'aient même jamais entendu parler de Taco Bell. La solution? Réécrire la réalité. En Europe, en Asie et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, chaque référence et chaque logo ont été remplacés par Pizza Hut, une autre chaîne appartenant à la même société mère. Cela signifiait que Cruise devait tourner 2 séries d'inserts, l'une avec la marque Taco Bell et l'autre avec les enseignes Pizza Hut intégrées de manière fluide. Les fans qui ont plus tard comparé les cassettes VHS ou les importations DVD ont découvert 2 lignes temporelles parallèles, l'une où Stallone dînait de tacos, l'autre où il faisait tournoyer des pâtes sous les lustres Pizza Hut. Dans un film obsédé par les réalités fracturées, cette modification corporative a accidentellement créé l'une des plus étranges. Numéro 11. Le thème martelant de Demolition Man n'a pas commencé dans un studio conçu pour le spectacle hollywoodien. Il a débuté une décennie plus tôt dans une salle de répétition enfumée avec The Police. En 1981, Sting a écrit et enregistré Demolition Man comme une piste reggae-punk hargneuse pour le groupe, avant de la confier plus tard à Grace Jones, qui en a fait un hymne féroce et arrogant à sa propre sauce. Au moment où Stallone pourchassait Wesley Snipes à travers les décombres de San Angeles, la chanson était déjà un artefact culte de l'ère New Wave. Plutôt que de commander quelque chose de nouveau, Warner Bros a opté pour le rétro. Sting a réenregistré Demolition Man en version solo pour la bande originale du film, cette fois plus lente, plus lourde et pulsant de menaces. Cela a donné au film une couche supplémentaire d'ironie, une satire futuriste sur le contrôle et le chaos, construite sur une chanson née dans l'anarchie du début des années 80. Ce qui avait commencé comme un grognement punk politique est devenu l'hymne improbable d'un blockbuster dystopique. Pour les fans, ce n'était pas seulement de la musique de fond. C'était la preuve que même les vieilles chansons peuvent. Pour les fans, ce n'était pas seulement de la musique de fond. C'était la preuve que même les vieilles chansons peuvent trouver de nouvelles vies, remodélées par l'avenir. Numéro 12. Lorsque Demolition Man est arrivé dans les salles de cinéma au Koweït, les spectateurs ne se pressaient pas pour voir John Spartan. Du moins pas sous ce nom. Les distributeurs locaux ont décidé que la marque Rambo de Stallone avait plus de poids, alors ils ont rebaptisé le film Rambo le Destructeur. Imaginez-vous attendre une guerre dans la jungle et un combat de guérilla pour vous retrouver finalement plongé dans des prisons cryogéniques, des dîners chez Taco Bell et le mystère des 3 coquillages. Le changement de titre était une pure opportunisme marketing, mais ça a fonctionné. Les billets se sont vendus rapidement grâce à l'héritage de Rambo. Pour Stallone, cela a créé une timeline alternative accidentelle où son vétéran du Vietnam avait d'une manière ou d'une autre sauté dans le futur pour affronter Wesley Snipes. Les fans plaisantent encore sur leur envie de voir ce crossover pour de vrai. Rambo avec des fusils laser et des voitures de police blindées. Au lieu de cela, ce que le Koweït a obtenu était un mash-up bizarre, une satire policière habillée de la peau d'une franchise d'action qui n'avait absolument rien à voir avec elle. Numéro 13. Demolition Man n'a pas seulement lancé la carrière de Sandra Bullock. Il semblait la cartographier à l'avance. Dans une scène, alors que les policiers débattent du dégel de John Spartan, un minuscule modèle de bus est posé en arrière-plan. 1 an plus tard, Bullock était au volant d'un bus lancé à toute vitesse dans Speed, le rôle qui l'a rendu star. Les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Dans le futur aseptisé de la restauration rapide du film, chaque restaurant est un Taco Bell, des années avant que Bullock ne remporte un Oscar dans The Blind Side, où elle incarne l'épouse d'un homme qui a bâti sa fortune en gérant des franchises Taco Bell. C'est comme si sa carrière était cachée en pleine vue, préfigurée dans les décombres d'une satire de science-fiction. Les spectateurs pensaient regarder une coéquipière policière excentrique, mais le film laissait discrètement entendre la puissance que Bullock était sur le point de devenir. Avec le recul, Demolition Man n'a pas seulement prédit un futur dystopique, il a prédit celui de Sandra Bullock. Numéro 14. Demolition Man a reçu la classification R. Sang, juron, décapitation. Exactement le genre de film que les enfants n'étaient absolument pas censés regarder. Et pourtant, Mattel a lancé une gamme complète de jouets, comme s'il s'agissait du prochain dessin animé du samedi matin. Spartan et Phoenix sont devenus des héros en plastique, équipés d'armes à ressort, d'armures détachables. Les parents étaient déconcertés.
L'ironie allait encore plus loin. La plupart des figurines étaient fabriquées à partir de moules recyclés de la série The New Adventures of He-Man. Ainsi, sans le savoir, les enfants mettaient en scène des batailles où le flic du futur incarné par Stallone partageait ses muscles et son armure avec un vieux jouet He-Man de l'ère spatiale. C'était du marketing d'entreprise dans ce qu'il a de plus étrange. Une satire violente du consumérisme s'était transformée en véritable marchandise pour enfants. Pour un film qui mettait en garde contre les entreprises trop puissantes, la tournure la plus absurde fut qu'il finit par se vendre lui-même directement dans le rayon jouets. Numéro 15. Le film s'est peut-être terminé avec Spartan, Todd et Phoenix gelés pour de bon, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. DC Comics a sauté le pas avec une mini-série en 4 numéros de Demolition Man, plongeant plus profondément dans San Angeles, ces terres désolées infestées de criminalité, et même des histoires secondaires pour les rebelles. Le ton était une folie pulp sci-fi, mi-satire sociale, mi-sérial d'action. Puis est venu le jeu vidéo d'Acclaim pour la SNES et la Sega Genesis, qui semblait conçu pour semer la confusion. Les niveaux passaient au milieu d'une mission d'un shooter à défilement latéral à un labyrinthe vu de dessus sans avertissement, laissant les joueurs désorientés et sonnés. Les critiques l'ont démoli, mais pour les enfants des années 90, c'était quand même une occasion de défoncer le monde de Spartan avec une manette en main. Ensemble, les comics et les jeux ont transformé le film d'un spectacle de 2 heures en une petite franchise chaotique, une qui a vécu dans les cases et les pixels bien après le générique de... Numéro 16. Pendant 3 décennies, les fans se sont obsédés par la blague la plus étrange de Demolition Man, les 3 coquillages dans la salle de bain. Personne dans le film n'explique comment ils sont utilisés, laissant Spartan et le public perplexes. Le scénariste Daniel Waters a révélé plus tard que l'idée provenait d'un ami qui gardait des coquillages dans sa propre salle de bain purement comme décoration. Waters a pensé que cela avait l'air futuriste, alors il l'a inséré comme une blague. Depuis lors, les théories se sont multipliées. Certains affirment que 2 coquillages servent à gratter, un à polir. Stallone lui-même a autrefois suggéré qu'ils fonctionnaient comme des bidets primitifs. Pour polir, Stallone lui-même a autrefois suggéré qu'ils fonctionnaient comme des bidets primitifs. Comment les 3 coquillages fonctionnaient-ils sans devenir trop grossiers? Imaginez comment fonctionnent les baguettes, utilisez votre imagination à partir de là. Le mystère est devenu une punchline récurrente dans les interviews, les forums de fans, même les expositions de cosplay lors des conventions. Ce qui avait commencé comme une suggestion aléatoire de décor de plateau s'est transformé en l'une des énigmes les plus durables du cinéma de science-fiction. Preuve que parfois, les détails les plus absurdes survivent aux explosions. Numéro 17. Sylvester Stallone a peut-être combattu Simon Phoenix le jour, mais la nuit, il chassait les birdies. Pendant le tournage, Stallone a développé une obsession pour le golf, au point qu'il a fait construire un practice privé près du plateau et a même fait venir un instructeur professionnel pour maintenir son swing affûté. Dennis Leary s'est souvenu avoir été réveillé par Stallone frappant à la porte de sa caravane à minuit, club de golf en main, exigeant qu'il sorte pour jouer. Sandra Bullock l'a confirmé dans des interviews, en riant du fait qu'au lieu de répéter ses lignes, Stallone préférait frapper des balles sous les étoiles. L'équipe plaisantait souvent en disant qu'il s'entraînait pour le PGA Tour au lieu de sa prochaine scène. Alors que Spartan combattait un futur criminel cryogénisé à l'écran, Stallone était tout aussi intense hors écran, engagé dans un duel personnel avec le fairway. Numéro 18. Lorsque Demolition Man est sorti dans les salles en 1993, sa vision d'un avenir d'une propreté impeccable semblait être une parodie absurde. Une société où les gens étaient amendés pour avoir juré, où les chaînes de restauration rapide gagnaient des guerres corporatives, et où les policiers étaient trop timides pour affronter de vrais criminels, cela jouait comme une vaste blague, une dystopie cartoon enveloppée d'explosions. Mais au fil des décennies, les spectateurs ont commencé à remarquer à quel point cela paraissait étrangement familier. Des villes adoptant des ordonnances interdisant les jurons, des corporations avalant leurs rivaux jusqu'à ce qu'une poignée seulement domine, et des débats sur le fait de savoir si la police était formée davantage à la paperasserie qu'au danger. Soudain, la satire ne semblait plus si lointaine. Ce que les critiques avaient autrefois rejeté comme un futurisme farfelu se lit désormais comme une prophétie. Ces avertissements exagérés se rapprochant de plus en plus de la réalité. Le film promettait une parodie, le temps a livré une prophétie. Numéro 19.
L'une des gags jetables les plus drôles de Demolition Man survient lors d'une scène en voiture, lorsque le personnage de Sandra Bullock mentionne nonchalamment la bibliothèque présidentielle Schwarzenegger. J'ai, en effet, consulté certaines actualités cinématographiques mentionnant la bibliothèque présidentielle Schwarzenegger. La bibliothèque Schwarzenegger? Oui, la bibliothèque présidentielle Schwarzenegger. À l'époque, c'était de la pure satire. L'idée du Terminator se présentant à une élection était une pointe sur la politique des célébrités poussée trop loin. Mais moins d'une décennie plus tard, cette blague a soudainement paru prophétique. En 2003, Arnold Schwarzenegger a stupéfié le monde en devenant le gouverneur de Californie, transformant la fiction en réalité. Il ne pouvait pas techniquement se présenter à la présidence, puisque la Constitution interdit les candidats nés à l'étranger. Mais le fait qu'il s'en soit approché suffisamment pour faire douter les gens a conféré à cette réplique un poids surréaliste. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie ironique sur les stars d'action d'Hollywood s'est finalement transformé en l'une des prédictions les plus troublantes de l'histoire de la science-fiction. Numéro 20. Lorsque Demolition Man est sorti dans les salles en 1993, les critiques n'ont pas vu de satire, ils ont vu du bruit. Les comptes rendus le qualifiaient de caricatural, exagéré, voire idiot. Pour eux, ce n'était qu'un énième film d'action de Stallone avec des explosions qui noyaient toute réflexion. Mais le public a capté quelque chose que les critiques ont manqué. Sous les fusillades et les prisons cryogéniques, se cachait une parodie au tranchant acéré sur la censure, les monopoles corporatifs et une société si aseptisée qu'elle avait oublié comment fonctionner. Le film a débuté à la première place, finissant par rapporter près de 160 millions de dollars, et la VHS lui a offert une seconde vie. Échangé dans les dortoirs universitaires, revisionné sur le câble, cité pour ses blagues sur les coquillages et Taco Bell. Avec le temps, le monde qu'il moquait a commencé à paraître étrangement familier. Les statuts de moralité verbale semblaient moins comiques et plus prophétiques à l'ère de la culture de l'annulation et de la police de la parole. Monopole de la restauration rapide, police privatisée, politiciens adorés comme des célébrités. Soudain, Demolition Man n'était plus du tout stupide. Le film que les critiques avaient autrefois rejeté s'est aiguisé avec chaque décennie qui passait, se transformant en l'un des classiques cultes de science-fiction des années 90, les plus troublamment précis. Fait bonus. Wesley Snipes détestait décolorer ses cheveux pour Simon Phoenix, les rasant dès la fin du tournage. Mais dans le monde réel, cela a déclenché une onde de choc culturel. Le bad boy de la NBA Dennis Rodman a vu le look blond sauvage de Snipes et l'a copié, lançant une série de coiffures néon en constante évolution qui sont devenues sa marque de fabrique. Soudain, la coiffure exagérée d'un vilain a sauté de la dystopie sci-fi au terrain de basketball où Rodman l'a transformé en une déclaration de style mondial. En fin de compte, Phoenix n'a pas seulement terrorisé Los Angeles, il a réécrit le manuel de la rébellion dans le sport et la pop culture alike. Demolition Man a commencé comme un face-à-face sauvage entre Stallone et Snipes, bourré d'explosions, de satire et d'un futur trop absurde pour être pris au sérieux. Toilette en coquillage, Empire Taco Bell, amende pour juron. Tout était joué pour les rires. Mais 3 décennies plus tard, les blagues piquent avec une précision étrange. Nous vivons dans un monde de langage aseptisé, de monopoles corporatifs et de célébrités politiques qui semblent sortis tout droit d'un script parodique. Ce que les critiques ont autrefois rejeté comme une satire stupide ressemble maintenant à un avertissement vêtu d'une armure néon. Si ce futur semble encore un peu trop proche du nôtre, laissez un commentaire. Dites-nous quel classique culte nous devrions dégivrer ensuite. Parce que Demolition Man perdure non seulement comme un hit culte des années 90, mais comme une prophétie qui a refusé de rester gelée. Le futur est arrivé plus vite que quiconque ne l'avait pensé. Et peut-être que la vraie démolition n'était pas celle des villes, mais celle du bon sens.